Donc je vais laisser la parole maintenant à Emmanuel Rieux qui va vous présenter les différentes instances et structures qui s'occupent, qui tournent autour de l'eau, on va dire. Voilà. On fait un focus ce soir sur la gouvernance de l'eau. Le fait de vous, citoyens, nous, citoyens, de se réapproprier cette ressource et être plus au fait de ce qui se passe autour de la gouvernance de l'eau. Vous avez l'Union européenne, ça ne vous fait pas de schéma. L'Union européenne, c'est elle qui donne les directives à l'agence de l'eau. Et à partir de là, c'est avec ces directives européennes que l'agence de l'eau établit le SDAG. Ce sont les schémas directeurs de gestion de l'eau, d'aménagement et de gestion de l'eau. Et puis après, il est décliné par sous-bassin, donc qui est celui qui nous concerne ici, c'est l'Hérault. Et ce matin, d'ailleurs, on était avec Roland, on était à la clé. Donc la clé, c'est la commission locale de l'eau, qui dépend de l'établissement public de territoire du bassin, le PTB. Et si vous voulez, le PTB est un peu le bras armé, l'administration, si vous voulez, de cette commission locale de l'eau, qui agit directement sur le terrain et qui permet d'établir le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, au niveau de notre bassin, qui est celui de l'Hérault. Voilà. Et ça, c'est les instances politiques classiques de gestion du bassin. J'étais là au mois d'avril à la réunion, voilà, qui était massive et qui m'a beaucoup fait du bien, puisque vous avez démontré que la question de l'eau pouvait mobiliser très largement les citoyens, y compris des acteurs très différents, puisqu'il y avait à la fois le monde économique, entre guillemets, les agriculteurs, la coopérative, et puis les citoyens, les communes, etc. Donc très content. Voilà. Et donc on est dans cette question de l'eau, et il y a eu une modification qui s'est produite. La question qui se pose, c'est comment les citoyens, la commande, comme on dit, de la discussion, c'était comment, d'après ce schéma que vous avez présenté de l'organisation de l'eau, comment le citoyen peut le pénétrer, comment le citoyen peut l'investir, comment le citoyen peut devenir un peu maître de son destin sur la question de l'eau. Parce que la question de l'eau, elle est centrale. D'accord ? Alors l'autre jour, dans une réunion, parce que je suis membre du bureau du comité de bassin de l'agence Rhône-Méditerranée, et donc il y a une discussion, et il y a quelqu'un qui a dit oui, il faut envisager des substitutions, etc. J'ai dit, pour le pétrole, il faut envisager une substitution. Pour l'énergie. Pour l'eau, il n'y a pas de substitution possible. Hein. On va mettre du pinard à la place de l'eau. Hein. Donc l'eau, c'est la survie, et au bout de 3 jours, vous mourrez, il n'y a pas d'eau. Donc l'eau n'est pas substituable, il n'y a pas de substitution possible. Donc elle est une ressource, un bien commun, plus important elle est identique à l'air. D'accord ? C'est une vraie... donc on a un enjeu considérable, et on a eu 2 étés successifs. Donc l'année 2023, sur le plan de la moyenne, peut-être que chez vous, vous êtes descendu en vigilance renforcée. Nous, sur l'Aise-Mosson, on est toujours en crise. Hein. C'est-à-dire qu'ils envisagent l'étape supérieure ensuite. Parce qu'il n'y a pas une goutte d'eau qui est tombée depuis le mois de juillet. Alors au début, on était contents, mais là, maintenant, et puis on nous annonce que ça va durer, cette affaire. Donc on a vraiment une exigence aujourd'hui. Le changement climatique est à l'œuvre. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il est à l'œuvre. Et une de ses conséquences, c'est un stress hydrique sur tous les territoires, d'une manière ou d'une autre par rapport. Et ce stress hydrique sert de révélateur à la transition écologique. J'aime pas trop le terme transition, parce que ça veut dire aussi plan, prendre le temps de passer, non, à la rupture écologique qui est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir changer à la fois nos modes de production, nos modes de transport et nos modes de consommation. Voilà. Et cette transformation-là, elle ne se fera pas sans les citoyens acteurs de cette transformation. Sinon, elle est organisée de manière technocratique, toujours technophile aussi, en disant qu'on va être sauvé par telle ou telle innovation, et les citoyens subissent ce qu'on leur impose, les restrictions qu'on leur impose, au lieu qu'ils s'organisent pour faire que la sobriété soit une sobriété commune, pour faire face à ce défi qu'est l'eau. Voilà. Il faut distinguer, même si c'est une distinction artificielle, ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire la gestion de la totalité de la ressource en eau. Voilà. Et ce grand cycle de l'eau, il est en fait géré, il n'est pas géré, parce que le grand cycle de l'eau ne se gère pas. On ne gère pas les nuages, on ne gère pas la mer. Je veux dire, ça s'impose à nous. Mais comment on s'adapte à l'évolution du grand cycle de l'eau? Et ça, c'est essentiellement à l'échelle du bassin. C'est le bassin hydraulique.
Mais c'est important, ça n'existait pas avant 1990. Avant 1990, il y avait des raisonnements, ne se tenaient pas par bassin. Et d'un seul coup, on s'est dit, ben oui, l'eau, ça obéit à la géographie. Sur le pourtour méditerranéen, l'eau potable, elle est prise de manière souterraine, parce qu'en surface, les fleuves côtiers, à part le Rhône, il n'y a que le Rhône, à part le Rhône, tous les autres, ils n'ont pas de capacité à nous fournir de l'eau suffisamment pour pouvoir donner à boire à tout le monde. Il faut être très clair. Donc, ça signifie que, ici, dans toute cette région, tout le Languedoc, à part le Rhône, je dis tout de suite, eh bien, nous utilisons les eaux souterraines, qui sont moins connues que les eaux de surface, pour des raisons évidentes. C'est plus difficile d'aller dessous que dessus. Voilà. Donc, on a cette... et c'est le bassin qui résonne. Alors, ce bassin, comment il est géré? Il est géré par une institution de l'État. On oublie de le dire. L'agence de l'eau, c'est des fonctionnaires de l'État. D'accord? Et ils dépendent du ministère de l'Environnement. D'accord? Et ils ont des règles, ils appliquent la loi, etc. Mais ils doivent nécessairement faire cette action en concertation avec les autres acteurs. C'est-à-dire, c'est le comité de bassin. Alors c'est une grande instance, hein, le Rhône Méditerranée, il y a du monde, hein, plusieurs millions habités dans cette zone. Et donc, comment fonctionne le comité de bassin? Alors il a 3 collèges. C'est original. Alors il y a voilà, parce que ça a été une rupture pour l'État, parce que l'État a l'habitude d'avoir un collège, lui, c'est tout. D'accord? Voilà. Donc là, il y a 3 collèges. Il y a premièrement le collège des collectivités locales, toute nature. Des petites communes, des moyennes communes, des EPCI, des départements, des régions, toutes les collectivités locales sont représentées. On constitue un tiers d'assemblée. Okay, et moi j'y suis à ce titre en représentant la métropole de Montpellier. Voilà. Deuxièmement, il y a le collège de l'État, tous les services de l'État, de l'ARS, le territoire, tout ça, l'ADREAL, tous les services, l'OFP qui est là, tout le monde est là. Voilà, et tous les services de l'État constituent un tiers. Et le dernier tiers, le troisième tiers, le tiers-État, comment on dirait, voilà, le troisième tiers, c'est l'ensemble des autres. Ça fait, c'est comme le tiers-État, c'est-à-dire qu'il ne compte que pour un tiers, alors que c'est l'immense majorité des acteurs. C'est-à-dire, vous avez les associations de consommateurs, vous avez les associations environnementales, dont la plus importante est France Nature Environnement, qui est la plus présente dans cette structure. Vous avez les acteurs économiques, vous avez les chambres d'agriculture, c'est pas toujours l'avant-garde de la révolution, les chambres d'agriculture, c'est qu'on puisse dire. Et puis vous avez l'agriculture biologique, qui est un représentant, qui est bien seul. Et puis vous avez l'hydroélectricité, vous avez EDF, là, l'eau pour eux c'est important, les centrales nucléaires, vous avez les barrages hydrauliques, vous avez tous les représentants, je ne les détaille pas. Et vous mettez tous ces gens dans la même salle. Et ils ont des intérêts contradictoires. D'accord? Quand par exemple, le représentant des chambres d'agriculture nous dit nous, l'eau est essentielle, on ne peut pas faire de restriction d'eau pour nous, puisque nous nourrissons le pays. Voilà. Alors à ce moment-là, je prends la parole, ou d'autres que moi, leur disent c'est très juste, on va faire très attention à l'agriculture, il n'est pas question de vous sanctionner. Mais je vous signale quand même que 40% de l'eau qui est utilisée par l'agriculture en France, qui est prise dans la nature, elle est consacrée à faire du maïs. Et jusqu'à nouvel ordre, moi je mange pas que du maïs. Voilà. C'est pas 40% de nourriture. C'est notamment 80% de ce maïs est exporté pour nourrir des poulets en Argentine ou je ne sais où, pour que les poulets reviennent en fait chez nous. Tout ça, c'est pas... voilà, on peut réfléchir aussi à une évolution du mode de production agricole, qui soit adapté à ce nouveau temps où l'eau va être rare. Voilà, donc. Et la discussion s'engage, mais c'est bien que cette discussion, et je veux dire, c'est normal. Voilà. À partir de là, par exemple, le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est un document, je m'excuse si mes mots sont trop techniques par moment, mais il y a un document opposable. Ça signifie que si par exemple dans le SDAGE il y a une zone qui est qualifiée comme zone humide, et qu'il y a un maire et des promoteurs qui veulent construire des immeubles dans cette zone humide, eh ben, le document est opposable, ils ne pourront pas le faire. Parce qu'elle a été définie comme zone humide, indispensable à l'équilibre de la nature. Donc ça signifie que c'est un document important. Il a été élaboré par des années de discussion, parce que faire travailler tous ces gens, et à la fin, le SDAGE de Rhône Méditerranée a été adopté à l'unanimité. Mais je veux dire, ça a été 2 ans de discussion, 3 même, à la virgule. Je vais faire quelques compromis, mais c'est un document extrêmement important. Voilà. Je prends mon propre bassin. Mon bassin, il s'appelle mon sous-bassin. Il s'appelle l'Aise-Mosson et Tampalavacien. Hein, voilà, c'est Montpellier. On est sur ce bassin, on est 500 000 habitants. Pas une petite affaire, on est 500 000.
la totalité, j'ai fait faire un calcul, je me répète si j'ai dit ça en avril, hein. J'ai fait faire un calcul sur combien on prenait d'eau à la nature, voilà, et combien on en consommait, combien on consommait de toute consommation. Les consommations essentielles, c'est d'abord l'eau potable, mais c'est aussi les autres, l'eau brute pour nettoyer les rues, etc. C'est l'agriculture, la viticulture essentiellement chez nous, et puis c'est le maintien de la biodiversité. Il faut savoir qu'on ramène de l'eau dans les rivières, parce que les rivières s'assèchent, et qu'en s'asséchant, la biodiversité disparaît, et ça contribue à étendre la sécheresse. Et si vous ne faites rien, vous aurez des phénomènes à l'espagnol, où vous avez des zones entières qui deviennent désertiques. Donc il faut absolument le maintenir. Si je prends la totalité de ça, sur ce bassin Blaise, Mousson, Méditerranée, que je connais mieux que l'autre, hein, on prend la nature, on consomme, entre guillemets, 60 millions de mètres cubes. D'accord ? Et combien on en prend sur notre territoire ? Dans la source du Lez, combien on en prend sur notre territoire ? 30 millions. Donc on est déficitaire de la moitié. On prend 30 millions dans la nature, et pour survivre, on prend 30 millions à d'autres. Alors on en prend un peu à l'Hérault, hein. Puisqu'il y a une partie de la métropole de Montpellier, notre bassin, qui est nourri par un tuyau qui part de captage qui est sur l'Hérault vers Florensac. On en prend un peu à l'Hérault, mais pas grand-chose. Puis c'est tout. Le reste, on prend dans le Rhône. Dans le Rhône. Donc Montpellier ne survit que grâce au Rhône. Donc ça nous intéresse de savoir ce que va devenir le Rhône. Vous comprenez? Donc c'est un enjeu, donc c'est le bassin qui étudie ça. On étudie, donc on a commandité une enquête sur le Rhône, et voilà, une enquête scientifique, systématique, l'évolution du Rhône avec le changement climatique. Elle a été fournie au mois de juillet, là, au mois de juin-juillet, et elle est terrible, cette enquête, parce que le Rhône change de nature. Le Rhône était un fleuve fondamentalement glaciaire. C'est-à-dire qu'il était nourri par la fonte des neiges qui sont sur les glaciers. Pas par la fonte des glaciers, par la fonte des neiges sur les glaciers. Or, la neige éternelle disparaît. Et qu'à l'horizon 2100, il n'y aura plus de glaciers en France. En 2100, le Rhône deviendra un fleuve à régime pluvial, comme la Loire, comme la Seine. C'est-à-dire que c'est le régime de pluie qui détermine la puissance de sa source et la puissance de ses affluents. Okay ? Donc, conséquence, aujourd'hui, le comité de bassin vient de prendre une préconisation qui fait trembler le Languedoc, oui, je vais dire pourquoi, c'est que la prise au sein du Rhône d'eau ne doit plus augmenter. On doit avoir la capacité actuelle, c'est tout. On ne diminue pas, mais on n'augmente pas. Or, dans le contrat qu'a passé BRL, Baron de Languedoc qui gère ça, il y avait la possibilité de doubler leur prise d'eau. Et donc, le Languedoc, surtout sur la côte, a vécu avec l'illusion que le changement climatique pour l'eau n'aurait pas trop d'effet pour lui, vu qu'il y avait le Rhône. On dit tranquille, on a le Rhône. Nous, on est intelligents, on est allé chercher l'eau du Rhône. Ceux qui n'ont pas pensé à ça, c'est des cons. Ben non, le Rhône change. Donc, vous voyez que le bassin joue un rôle important. C'est lui qui gère ça. Et naturellement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est faire des préconisations, faire des préconisations qui appliquent ensuite l'État. Donc, la présence du citoyen dans le comité de bassin Rhône-Méditerranée est faible. Vous êtes un quart du tiers. Je vous laisse faire le calcul. Donc, un quart du tiers. C'est-à-dire que les citoyens sont représentés par des associations qui sont dans le troisième tiers. Vous vous souvenez de ce que je vous expliquais tout à l'heure? Donc et à travers quoi? À travers des gens extraordinaires, parce que ces fonctions sont bénévoles. Hein. Pas ça, moi j'ai aucune indemnité. Donc on y va, comme ça toutes les fonctions sont bénévoles. Mais c'est donc des associations. Voilà. Ils sont 7 ou 8. Voilà, dans le comité de... Voilà, c'est important. Donc il y a un vrai problème de saisine par le citoyen à cet échelon-là. Pourquoi on ne ferait pas des consultations citoyennes à l'échelle du bassin? Voilà, j'avance cette idée, elle n'est pas encore présente, elle n'est pas encore acceptée. Mais on en discute et ça peut venir. Ensuite, il faut passer en dessous. Le comité de bassin il y a plein de sous-bassins. Voilà, et c'est très bien, c'est une base géographique, d'accord, très importante. Et c'est ce que tu as appelé, on appelle ça maintenant des EPTB, parce qu'on est fort en France pour trouver des trucs difficiles à dire, établissement public de territoire de bassin. Donc c'est des EPTB. Voilà. Donc voilà, moi j'ai mon EPTB, ici il y a celui de l'Hérault, et ces
EPTB, qui sont donc des établissements publics avec des fonctionnaires, sont reliés à l'agence de l'eau, au comité de bassin, et ont pour charge d'organiser la concertation et la mise en œuvre des documents du bassin pour leur propre territoire. Et l'organisme de représentation là-dedans porte un joli nom, s'appelle la CLE, la Commission locale de l'eau. Donc chaque EPTB a sa propre clé. Alors il y a clé et clé. Alors là, ce que nous explique Emmanuel est très intéressant parce que ça a l'air assez dynamique. Il y a des clés, c'est très bureaucratique. Et le débat, il en est réduit à dire tu causes, mais cause toujours quoi. L'effet dessus n'est pas important. Or, derrière, il y a des choses importantes. Quand il y a un golf qui cherche à s'installer, c'est une sacrée catastrophe pour la ressource en eau. D'accord ? Quand vous avez des préconisations sur les zones qui doivent être sanctuarisées pour qu'elles restent des zones naturelles, vous avez en face tout le lobby. Quand c'est une route des pétroliers et des routiers, et quand c'est de l'immobilier, le lobby de l'immobilier, qui vous disent non, voilà, donc la clé son avis est obligatoire, mais son avis n'est pas impératif. Son avis n'est pas impératif. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un vrai... on est dans la concertation, on n'est pas dans la codécision. Les mots là, ils vous disent oui, nous codécidons les choses, mais dans la loi, non. Celui qui décide, c'est l'État. La consultation. Pas le citoyen, c'est l'État. Donc vous avez un vrai enjeu. Alors ça, c'est pour le grand cycle de l'eau, il est fondamental. Donc on peut se dire, les EPTB, on va appeler ça les sous-bassins, tout le monde comprend, les comités de sous-bassins, il faudrait trouver les moyens de faire entrer les citoyens dans ces clés, faire entrer les citoyens dans la gestion commune. C'est possible, parce que vous êtes à un échelon local, et que les collectivités locales peuvent peser, d'accord, pour faire que les maires, tout ça, ils peuvent intervenir en disant oui, on est une association bidule ou un collectif. Donc moi, par exemple, sur la clé de l'Esmosson, je me suis battu dans la mandature précédente, et ça a été adopté dans le nouveau clé qui s'est mis en place, pour la présence d'associations environnementales qui avaient mené des combats essentiels dans la période précédente. D'un côté, au Secours 34, qui s'était battu pour la régie publique, à laquelle on a abouti, et de l'autre côté, la Mosson Coulée Verte, qui a mené un combat extraordinaire pour préserver la Mosson et le Lez aussi, etc. Puis Lez Environnement aussi, qui a mené une bataille géniale sur le Lez pour disons, restaurer toute la répulsive, toutes ces... Voilà. Donc ces trois associations sont très combatives, on rassemble beaucoup de citoyens, et maintenant, ils sont membres de la clé. Mais la clé était marrante parce qu'ils nous disaient oui, mais alors il faudrait qu'ils passent par quelqu'un d'autre. Donc bon, si c'est que ça, ok, on a appelé France Nature Environnement, on leur dit vous nous mettez ces trois-là, ils les ont mis et ils sont au nom de France Nature Environnement. Mais vous voyez, c'est pas transparent. Moi j'aimerais que ces représentants soient des représentants de citoyens qui soient désignés par des assemblées citoyennes. Il y a certains endroits, c'est le cas. Alors dans le grand cycle de l'eau, vous avez effectivement la préservation des milieux aquatiques, la préservation des rivières, la préservation des cours d'eau, etc., tout ce que vous voulez, l'étude des réserves en eau, parce qu'elles ne sont pas connues. À Gravel, dans ma ville, je vous invite à venir, et pas simplement pour manifester, pour venir vous balader, où il y a une source qui s'appelle la source de la vie, AVY, et cette source a tendance à se tarir, et elle est identitaire pour notre village, elle joue un rôle important. Il y a un demi-siècle, il y a 75 ans, jusqu'aux années 50, elle faisait du bruit. Elle bouillonnait, et donc on l'entendait. Un peu comme quand un bord de mer, on entend la mer. Nous, on entendait la source. C'est extraordinaire. Et pour les enfants du village, quand ils étaient passages, on leur a dit, on va t'amener, si t'es passage, on va te confier au dragon d'eau. Parce qu'ils étaient cons et les gosses avaient peur de la source. Et voilà. Et d'où le fait qu'on disait l'Oudragas, c'est le dragon d'eau. C'est pas un dragon de feu, c'est un dragon d'eau. Allez faire un tour au dragon d'eau, c'est un petit filet de que dalle aujourd'hui. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un golfe qui s'est fait à Juvignac, juste au-dessus, vous connaissez, trompé dans la source, il l'a puisé, et ça suffit. Donc on a décidé de mieux connaître. Donc les spéléologues liés aux hydrogéologues ont décidé une enquête payée par le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minier, pour aller dans la source, dans la nappe. Et ils ont découvert
une nappe d'eau gigantesque sur laquelle on va mettre des capteurs, sur lequel on va mesurer son évolution, voilà, qu'on ne connaissait pas. Donc il ne faut pas croire, la première chose c'est de connaître l'état réel de nos ressources en eau. On va faire une assemblée citoyenne pour que les gens, disons, se prennent en charge cette source. C'est la leur, celle du territoire. Alors on a aussi une autre idée qui est avancée par une maîtresse d'école. Elle voudrait s'engager sur un processus qui donnerait une personnalité juridique à la source. C'est un petit peu comme ça se produit en Inde et en Amérique du Sud. C'est qu'il y a des rivières qui obtiennent publiquement une personnalité morale. Naturellement, la rivière, elle ne peut pas aller plaider elle-même au tribunal. C'est les hommes qui seront chargés de défendre sa personnalité juridique. D'accord ? Et elle a cette idée incroyable de faire que sa classe de CE1 soit gardienne de la source. Et chaque année, la classe de CE1, il n'y a rien, ça se renouvelle chaque année. Et chaque année, chaque génération deviendrait. Si on arrive à faire ça, on crée quelque chose, on mobilise les enfants, les parents, etc. Et on crée, voilà, il y a cette idée pour trouver des moyens que sur le grand cycle de l'eau, qu'on subit, le grand cycle de l'eau, on le subit quand il vient l'épisode sévnol, on plie les chines, on prend les dispositions pour faire que les zones dangereuses soient protégées, puis on attend que ça se passe. Avec une téléalerte, on demande aux gens de se réfugier, on fait attention, mais elle s'impose à nous, la nature s'impose à nous, voilà, sur le grand cycle de l'eau. Et c'est donc très important que les citoyens prennent la main aussi. Il faut maintenant s'intéresser au petit cycle de l'eau. Là, le petit cycle de l'eau, il est, comme disent les chercheurs, anthropique, c'est-à-dire qu'il est lié à l'action de l'homme. On ne va pas chercher l'eau à boire à la rivière tous les jours pour remplir son verre. Il y a tout un système de canalisation avec des ressources, traitement de l'eau pour qu'elle soit de qualité, l'assainissement, comment vous traitez les eaux usées, comment vous traitez les boues. Donc c'est profondément une action humaine, le petit cycle de l'eau. Autant le grand cycle de l'eau, vous voyez la puissance de la nature, et il faut vous adapter à son évolution, autant sur le petit cycle de l'eau, vous avez beaucoup plus la main. L'eau potable et l'assainissement sont un service public officiel. Ça l'était avant longtemps. Depuis le Moyen-Âge, il y a des communes qui ont pris l'habitude de gérer l'eau de manière comme un bien commun. Donc ils le géraient dans leur commune. Donc c'est pas une invention, mais c'est la loi maintenant. C'est un service public. Donc ça signifie qu'il y a une responsabilité du service public à faire que tout le monde ait un accès à une eau potable, à des prix qui lui permettent d'avoir accédé à cette eau potable, et deuxièmement d'avoir un service d'assainissement qui soit protecteur contre les pollutions, pour à la fois protéger la nature et la santé de l'homme. Donc c'est service public. Alors, ça garantit, c'est déjà ça. Il y a un deuxième principe qui est aussi important, c'est l'eau paye l'eau. Il a été établi aussi en 92 avec une directive européenne, comme tu l'as dit, voilà, et qui norme la chose. Alors il y a des pays où l'eau n'est devenue, payante entre guillemets que récemment, par exemple l'Irlande, jusqu'à il y a quelques années, l'eau était gratuite. Donc ça signifie que les conduites d'eau, tout ça était payé par l'impôt. Parce que ça a un coût, d'accord ? Donc le traitement de l'eau, tout ça, et voilà. Donc là, c'est des pays qui ont naturellement beaucoup plus d'eau, comme ça. Donc là, l'eau paye l'eau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est les usagers de l'eau qui sont censés payer ce qui est nécessaire pour fournir cette eau. C'est-à-dire à la fois son extraction, son traitement, sa conduite dans les réseaux, et sa distribution, sa facturation. Donc ça signifie, alors ça a des conséquences. C'est premièrement, il faut étudier de près qui a le poids principal du paiement. D'accord ? Aujourd'hui, par exemple, les agences de l'eau sont financées par des redevances. Et les agences de l'eau, elles s'occupent du grand cycle de l'eau. Ces redevances sont payées par qui ? Par 82% par les ménages, par ceux qui consomment l'eau potable. Redevances qui payent sur les ménages. Donc ça signifie que les 18% restants sont payés, les centrales hydronucléaires, les centrales hydroélectriques, les agriculteurs, tous ceux qui utilisent l'eau par ailleurs, ne payent que 18%. Il y a un problème d'équité là. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un problème d'équité. Ça signifie que c'est les consommateurs d'eau potable qui payent pour tout le reste aussi. Donc ça pose un problème. C'est pour vous expliquer que les choses ne sont pas claires. Quand on dit l'eau paye l'eau, qui paye ? À l'intérieur, qui paye ? Pour qui ? D'accord ? Donc il faut savoir par exemple qu'il y a des collectivités encore
vient de décider, maintenant je vais la dénoncer, c'est la collectivité qui gère l'eau à Grasse. Ils viennent de renouveler le fait que le prix de l'eau sera dégressif. Un peu comme les pâtes en supermarché. Vous m'achetez 2 paquets de pâtes, le 3e est à 50%. Donc vous achetez 3 kilos de pâtes. Il faut consommer. Donc comme c'est Veolia qui tient Grasse, ils ont convaincu les élus à dire ils ont intérêt à vendre de l'eau. Quand on dit l'eau paye l'eau, il faut faire très attention, il faut étudier les choses en détail. C'est pour ça que sur Montpellier, on est arrivé, je dis moi, mais c'est toute notre équipe, on a mis une dizaine d'années à les convaincre, et c'est appliqué depuis le 1er janvier de cette année. On est passé à une tarification progressive qui permet de faire que les 15 premiers mètres cubes sont gratuits et qu'ensuite ça monte tout doucement pour faire que ceux qui gaspillent l'eau payent plus cher. Et donc on a un signal prix, comme des économistes, qui fasse que les gens économisent de l'eau. Bon, ceci dit, ce n'est pas l'élément décisif. Donc les gens, ils ont besoin de l'eau. Donc il faut absolument comprendre que en France, c'est les usagers de l'eau qui payent l'eau. Alors ça a un avantage, c'est que l'argent que vous avez dans un service d'eau potable et d'assainissement ne peut pas être utilisé autre chose. En 1988, et à son âme, Georges Frêche, qui était un grand filou, à sa manière, filou c'est pas méchant, quand même, 88, il a donné pour 25 ans l'eau à Veolia. 25 ans de délégation de service public. 25 ans. Et il a demandé à Veolia de lui verser une soulte de départ, une sorte de prime d'entrée, considérable, qui a permis à Frêche de construire le Corum, que vous connaissez. Le Corum, c'est pas une petite construction. Et alors, Veolia, ils ont fait quoi? Ils ont intégré le coût du Corum dans le prix de l'eau. Et donc à chaque fois, moi je suis arrivé, manque de bol, je suis arrivé dans la région en 88. Donc toute l'eau que je bois jusqu'en 2014, jusqu'à ce qu'on fasse la régie, je payais chaque jour un peu Veolia. Et par là même, les bénéfices de Veolia, ça, ils ne sont pas privés, et en même temps le Corum. C'est illégal aujourd'hui. C'est terminé, c'est fini, on n'a plus le droit. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, l'eau dégage des excédents aujourd'hui considérables. C'est pour ça qu'il y a des multinationales de l'eau qui s'en saisissent. C'est intéressant, c'est juteux, voilà. Et donc, vous n'avez plus le droit d'utiliser aujourd'hui un excédent de votre service d'eau dans votre collectivité pour pouvoir financer autre chose. L'eau paye l'eau. Donc c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Alors ça pose un problème, parce que là, je vous ai dit tout à l'heure que sur la redevance, il n'y avait pas d'équité, là non plus, il n'y a pas d'équité. Parce qu'une commune rurale, ici, sont bien représentés, ils en savent quelque chose. Ils ont moins d'habitants et par habitant plus de longueur de tuyaux, parce qu'elles sont rurales. Donc, le coût de l'entretien des réseaux d'eau dans les communes rurales est beaucoup plus élevé que dans les communes urbaines. Les communes urbaines, si vous avez une quinzaine d'étages et que vous avez un surpresseur en dessous, les choses sont plus faciles à répartir. Vous avez, dans la ville de Montpellier, il y a moins de longueur de tuyaux que dans les 30 autres communes cumulées. C'est dans les 30 autres communes qu'il y a le plus de tuyaux. Quand je vais jusqu'à Montaut, en pleine Cambrousse, les tuyaux, il faut qu'ils aillent jusque là-bas. D'accord? Donc ça fait des tuyaux, donc les probabilités de rupture du tuyau, de travaux, etc. sont importantes. Et si on disait aux 1200 habitants de Montaut de payer leurs tuyaux, ça serait gigantesque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un vrai problème. Donc moi, je milite pour une mutualisation. Elle existe un peu à partir de l'agence de l'eau. L'agence de l'eau est censée aider les plus faibles avec reverser la redevance que les plus riches, mais on est loin de l'équité. Donc il faudrait réfléchir, quand on dit l'eau paye l'eau, il faut qu'il y ait une sorte d'égalité horizontale qui se dirige vers les endroits où les gens ont le plus de longueur de tuyaux, parce que la réparation des tuyaux fuyards est essentielle dans la politique de sobriété pour préserver la ressource. Mais à Montpellier, vous êtes dans la grande ville, et vous vous êtes noyé dans la grande ville. Et donc, pour créer, ça commence, dans les réunions de quartier, ça commence, pour faire que les gens se saisissent de la question, et qu'ils ne vivent pas ça uniquement à travers une injonction qui ressort par les médias, par une lettre qu'on leur met dans la boîte, ou par un SMS qu'on leur envoie. Ouais. Qui s'en saisissent, et qui décident avec nous les manières de faire. Donc, c'est plus difficile. Mais on va y arriver. Et, comment dire, à partir du moment où vous avez une régie publique,
vous avez une représentation. Alors nous, on a choisi une régie publique avec personnalité morale. Ça signifie, ben voilà, vous avez 3 types de régie. La régie directe, voilà, la commune, tu as combien d'agents municipaux? 1,5. Voilà. Donc ils sont 1,5 d'agents municipaux, ils dépendent de la commune, il fait un peu tout, voilà, il fait un peu tout, il est polyvalent, et c'est une régie directe. Ben moi, ma commune, je n'ai pas un agent municipal, j'en ai 150, mais les 150, ils font on dit le travail en régie. Quand j'ai mes ouvriers, mes électriciens qui réparent une classe, qui font une classe, que je vais faire une nouvelle classe, donc j'ai fait une nouvelle classe dans des bâtiments qui existaient, c'est eux qui l'ont fabriqué, c'est en régie directe, et c'est payé avec l'impôt, ok, d'accord. Personne d'autre. Ça, c'est la régie directe. Dans l'eau, les régies directes sont interdites, entre guillemets, les nouvelles régies directes sont interdites depuis 1926. Si elles existent, c'est Poincaré qui a fait ça. Si avant 1926, elles existaient, ben, elles peuvent continuer. Voilà, vous avez des grandes régies directes, il y en a une à Gignac, par exemple, historique, qui date d'avant 1926, mais elles sont très rares. Et où là, c'est les employés communaux qui ont acquis une compétence dans l'eau et qui s'occupent de l'eau de la commune. Voilà. Alors, vous en avez qui datent depuis très très longtemps, hein, dans les Pyrénées-Orientales, si vous allez sur le plateau vers l'Espagne, eh bien vous avez des régies qui datent du Moyen-Âge. Parce que c'est un problème de vraie vie d'une ville, d'un village, quoi. Comment l'eau arrive. Bon, ces régies directes sont en voie de disparition. Depuis 1926, il n'y en a plus beaucoup. Donc il y a deux types de régies. Soit c'est des régies autonomie financière, c'est la différence avec la régie directe, mais qui n'ont pas de personnalité morale. Ça signifie que c'est la collectivité qui lui dit tout ce qu'elle doit faire. D'accord? Soit c'est une régie directe, donc c'est le conseil municipal qui fait des délibérations et qui dit à la régie en autonomie financière, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà. Et la régie le fait, avec des techniciens qui le font, qui sont des salariés de droit privé, même s'ils sont détachés du public et qu'ils restent fonctionnaires avec leur carrière, c'est le droit du travail privé qui s'applique à eux. La convention collective des entreprises de l'eau. Et à partir de ce moment-là, elle se dote d'un conseil d'administration. La loi dit que le conseil d'administration doit être composé en majorité d'élus provenant de la collectivité. Donc j'applique la loi, et il y a une majorité de gens qui viennent des élus. Il y a donc des représentants des associations de consommateurs, et la plus active sur le plan local, c'est la CLCV, voilà. Il y a des représentants d'associations environnementales, d'accord? Il y en a 4, ok, avec, Au Secours 34, France Nature Environnement, le LES, etc. Toutes les associations les plus dynamiques, celles qui font des grandes manifestations aussi, quand arrive l'été, le long du LES, qui sont magnifiques, avec beaucoup de participation. Vous avez 2 représentants du monde universitaire, puisque à Montpellier on a la chance d'avoir beaucoup de recherche en eau, donc un qui est plutôt économiste, l'autre qui est plutôt géographe, et ils sont au conseil d'administration, et ce à quoi je tiens le plus, 2 représentants du personnel élus par le personnel. C'est-à-dire, le personnel, ils sont très syndiqués, et ils peuvent d'un vote, et les 2 qui sont élus viennent au conseil d'administration. Il n'y a que 2 ou 3 régies en France où les délégués du personnel ont le droit de vote. Quand elles y sont, généralement, c'est pour consultatif, ils n'ont pas le droit de vote. Nous, on leur a donné le droit de vote. Ce qui signifie que vous avez un débat au conseil d'administration qui est d'une autre nature. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont élus dans des intercommunalités, où il n'y a que des élus dans l'assemblée intercommunale. Il y a des débats, mais il y a une sorte de routine qui se passe. Les élus, il y a beaucoup d'élus qui votent toujours, quoi. Il est rare, comme on lève rarement la main, puisqu'on dit qui est contre, qui s'abstient, adopté. Donc on lève rarement la main, d'accord? Donc c'est pas, parfois, dans mon conseil municipal, il fout la merde en disant qui est pour. Personne ne lève la main, donc il s'est refusé. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais que sur ce vote, vous leviez la main. Il est vachement important ce vote. D'accord? Donc vous allez lever la main. Qui est pour? Alors il lève la main, on est content de lever la main, de dire on est pour quelque chose. D'accord? Ou on est contre, il y a un débat, il y a une opposition, je sais pas, la démocratie, quoi. Donc souvent, les assemblées d'élus, c'est mortel. Surtout chez nous, hein. Chez vous c'est peut-être plus vivant. Chez nous c'est mortel. Parce qu'il y a une masse critique qui ne dit jamais rien, et qui vote toujours pareil. Voilà, et voilà, c'est un vrai problème démocratique. Eh bien, en introduisant à la régie cette minorité de la société civile, on va parler comme ça, ok? Mais les intérêts économiques ne sont pas représentés. Vous avez noté. Hein, d'accord, il n'y a que des citoyens, la recherche, etc. Quand vous mettez, ils posent des questions, tous, ils interviennent tous. Par exemple, on leur envoie des documents, vous savez,
vous avez un conseil métropolitain préparé, c'est en moyenne entre 600 et 900 pages. Qui peut lire 600 et 900 pages? Donc on finit par connaître, donc on va à toute vitesse, on regarde, on écoute. En plus, moi, avec mes problèmes de vision, je les écoute. Alors, pour ne pas m'endormir avec, il faut le faire. Et donc, etc. Et puis, en fait, la majorité des élus ne lisent pas, font confiance. Ils s'intéressent, en fait, aux petits trucs qui concernent leur commune. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne lisent pas. Mais eux, quand on leur envoie pas 600 pages, on leur envoie une 150 pages. Les autres, ils lisent. Ils lisent, ils envoient le document à leurs adhérents. Les adhérents font des remarques. Vous comprenez? Et ensuite, ils arrivent au conseil d'administration, et voilà, les conseils d'administration, ils durent un minimum de 3 heures. Et les élus regardent ça, tonnerre, voilà, mais c'est vachement bien. Alors, automatiquement, vous avez le directeur qui répond sur telle question technique, ils envoient des questions diverses à l'avant pour qu'on puisse les noter, c'est des gens actifs. Par exemple, quand il s'agissait de baisser un peu le prix de l'eau, ou de faire que les 15 premiers mètres cubes soient gratuits. À ma grande surprise, l'opposition est venue des délégués de salariés. Vous comprenez? On baisse le prix de l'eau. Donc les délégués des salariés nous disent « Ah écoutez les gars, vous baissez le prix de l'eau, une partie du prix de l'eau, est-ce que ça ne va pas faire baisser les ressources de la régie? Et après, nos salaires les gars, qu'est-ce que... » Ouais, c'est un intérêt légitime qui pose. Parce que ça, c'est une gestion plus démocratique, plus ouverte, plus citoyenne, plus participative. Maintenant, il faut aller vers des assemblées locales de l'eau. Alors, moi, j'en ai constitué 2 dans des villages où les gens ont décidé de se constituer comme ça. Donc, la plus importante, celle qui a été constituée à Murviel-les-Montpellier, qui est rentrée dans le périmètre de la régie. Au moment des élections municipales, la liste qui s'est présentée, derrière Madame Isabelle Touzard, de sensibilité écologiste, a gagné largement les élections sur un programme dans lequel il était marqué « Nous voulons quitter le syndicat dans lequel nous sommes, qui est maqué avec Suez, et nous voulons rentrer dans la régie publique de l'eau de Montpellier. » Le syndicat en question a été intelligent, ils ont négocié, etc. Voilà, on a fait le transfert est fait depuis le 1er janvier. Et donc, à l'occasion de ce transfert, j'ai proposé à la maire et aux conseils municipaux de faire une assemblée de l'eau avec tous les citoyens qui veulent venir. Et bon, une quarantaine sur une ville de 2000 habitants, c'est pas mal, qu'il y ait 40 qui passent une soirée, et ils font un bulletin qu'ils envoient à la population sur comment ça se passe, ils regardent, ils parlent de l'assainissement, ils parlent de tout ça, etc. Donc c'est pour vous expliquer que c'est ça l'étape la plus difficile, de permettre que tous les usagers de l'eau d'un territoire, et dedans il y a un viticulteur. Un viticulteur, lui, au début, il a évolué. Au début, il nous disait ouais, je veux bien de l'eau, je veux même ne pas la payer, et surtout en avoir autant que je veux. Bon, je lui ai expliqué que ce n'était pas comme ça que ça allait se passer. Ah, d'accord. Et donc, il y a un autre viticulteur qui est très intéressant, puisqu'on utilise de l'eau qui sort de la station d'épuration, qui a été épurée, et qui est distribuée sur une partie de ses vignes, sous forme de goutte à goutte, et non pas sous forme d'ébis gravitaires, voilà, pour que ça soit bien géré. Et ça commence à créer de nouvelles habitudes, il vient, il intervient, il discute. Donc c'est vraiment la plus grande difficulté. Le petit cycle de l'eau est le lieu où vous pouvez impliquer les citoyens. Alors il y a une autre façon d'impliquer les citoyens, c'est d'organiser des référendums. Voilà. Alors, vous avez 2 types de référendums. Vous avez le référendum officiel que peut organiser une collectivité locale sur quelque chose qui est de sa compétence. D'accord ? Donc il est rare qu'une commune ait une compétence exclusive sur l'eau. Donc la plupart du temps, c'est plus large, c'est très difficile à organiser. Donc par exemple, moi, il faudrait que je fasse un référendum à l'échelle de la métropole. Le président et tous les autres, là, tous les maires, il y a pas mal de droites, ils ne voudront jamais. Donc je sais que j'y arriverai pas. Par contre, vous pouvez faire ce que j'appelle une votation. C'est la même chose, mais qui fait que vous avez parfaitement le droit, comme mairie, d'organiser à vos frais une votation des citoyens. C'est libre. C'est libre. L'article 72, c'est de la Constitution, c'est la libre administration des communes. C'est de plus en plus du pipeau, hein, parce que vous pouvez administrer librement vos communes, mais on ne vous donne pas de sous. Non. On administre librement notre misère. Voilà, donc c'est un peu particulier. Mais quand même, il y a la libre administration, c'est un principe constitutionnel. Voilà, c'est un principe constitutionnel. Donc ils cherchent à nous étouffer en nous enlevant des ressources, mais on reste, pour le moment, c'est dans la Constitution. Et donc, en tant que libre administration, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, on a fait un référendum sur l'eau en 2013,
où la moitié de la population a participé, et où 95% ils ont voté pour la régie publique. C'est sur le mode de gestion. Et c'est pour ça que j'ai pu me battre avec une légitimité différente. À partir du moment où il y a un vote à 95%, vous n'êtes plus dans la même situation. Et ça signifie qu'il y a même des gens de droite, les mecs qui savent bien quelle est ma position politique, donc des gens de droite qui ont voté pour l'eau quand même, sur notre communal, l'eau c'est important, voilà. Il n'y a que 5% qu'on dit vive les entreprises, voilà, c'est limité. On a fait un référendum sur l'extinction nocturne de l'éclairage, on a fait un référendum sur les compteurs Linky. Voilà, on ne va pas en faire tous les matins, parce que si vous en faites tous les matins, à la fin il y a de moins en moins de votants. Il faut une sensibilisation qui doit être forte. Mais dans l'eau, ça me paraît essentiel. On envoie un document à chaque habitant, chaque habitant reçoit ce document, voit les différentes positions, et il est amené à trancher. Là, il y a un enjeu que tu as développé tout à l'heure, c'est qu'il y a des communes qui gèrent actuellement l'eau directement, et la loi qui est passée en 2018 donne jusqu'en 2026, elle a été légèrement corrigée, pour donner jusqu'en 2026 la liberté pour les communes de gérer elles-mêmes l'eau si elles le souhaitent, surtout dans des régions rurales. Okay. Mais en 2026, elles doivent tous basculer dans les EPCI. Alors que parfois, elles gèrent très bien, et qu'il n'y a aucune difficulté. Okay. Donc, l'une des batailles que l'on mène aujourd'hui, c'est de faire que ces communes puissent garder cette liberté, s'ils le souhaitent, s'ils le décident. Ben, ça serait intéressant que les habitants soient amenés à se prononcer sur ce sujet-là. À d'autres moments, il y a des communes qui ont choisi de passer dans le PCI parce que le PCI a choisi le modèle de la régie et qu'ils avaient plus de garanties à ce moment-là de ne pas être soumis à une entreprise privée et d'avoir une maîtrise du prix. Voilà. Donc, il y a plusieurs solutions possibles. Mais c'est une solution que d'organiser des votations citoyennes. Bon, voilà, il y a aussi ce que vous avez fait vous-même, c'est-à-dire poser des questionnaires, les gens sont intéressés. Moi j'ai été extrêmement surpris à la foire des associations de Montpellier, on avait un stand de la régie et on avait un quiz que les gens devaient remplir et ils partaient tous avec une petite gourde s'ils avaient rempli le quiz, même s'ils répondaient à voter. Hein. Bon voilà, une petite gourde pour leur dire, il y en a marre du plastique, là il n'y a pas de plastique. Donc, et vous devez utiliser les gourdes, et on met des fontaines publiques, il y en a marre des bouteilles plastiques qui polluent la mer, qui tuent les poissons, etc. Pour faire cette sensibilité, vous remplissez le quiz. On a eu 1 millier de gens qui ont rempli le quiz, c'est gigantesque. Ça veut dire qu'il y avait une attractivité pour ce dossier. Je pense que c'est pas lié à la régie, il ne faut pas qu'on prenne en compte l'histoire. C'est pas notre politique qui a triomphé. Notre politique a triomphé parce qu'il y a eu la sécheresse de 2022 et les feux. C'est-à-dire qu'il y avait une prise de conscience, mais massive dans la population. Il n'y a plus personne pour dire ça risque rien, il y aura toujours de l'eau, tout va bien. Plus personne. Donc on est devant cet enjeu-là. Il faut qu'on préserve notre ressource. Ça suppose de la sobriété, mais de la sobriété pour ceux qui gaspillent, et de la sobriété tout en garantissant l'accès à l'eau potable pour tous. Et pas, sobriété, je me méfie, hein, parce que il y en a qui ne s'appliquent pas à la sobriété aujourd'hui, d'accord ? Donc c'est une sobriété collective, décidée ensemble, pour faire qu'on préserve cette ressource vitale pour nous, pour les humains, pour le territoire, pour tout le monde. Ensuite, il faut développer des politiques publiques qui préservent cette ressource. Alors à Montpellier, on a une chance, c'est que il y a des trams qui se font dans tous les coins et on ne peut plus circuler, vous en êtes là-dessus. Donc si vous y êtes allé. Ça signifie qu'on a décidé, on a adopté un principe, quand j'ai vu que c'était parti sur les chantiers fin 2020, début 2021, j'ai avancé l'idée qu'on étudiait, on changeait tous les tuyaux qui étaient dessous. Comme ça, on aurait pu les changer pendant 80 ans. Okay, on ne va pas faire une voirie, une ligne de tram, pour le casser ensuite, pour aller changer les tuyaux. Alors quand les tuyaux dataient de 1937, 1962, 1978, ou même 1985, c'est nous qui payons la régie, parce qu'on les aurait changés dans les années qui viennent, d'accord ? Et puis lorsque on fait une rue et que le tuyau il date de 2000, le tuyau il peut encore durer longtemps, donc ils veulent le changer, on le change, mais c'est la TAM qui fait les travaux qui change le tuyau. Voilà. Et ainsi on a changé tous les tuyaux. Et on a fait un taux de rendement de l'eau, on était à 79% de rendement, ça signifie qu'il y avait 21, sur 100 litres, il y a 21 litres qui partaient, qui disparaissaient, qu'on traitait, qu'on envoyait et qu'on perdait, à cause des réseaux fuyards. Là on est passé à 87,5. Donc on est en train d'un seul, dans 4 ans, à cause de tous ces travaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a un vrai enjeu
de traiter les réseaux fuyards, de les soigner, de les corriger, pour préserver cette ressource, faire des économies d'eau. Là, en 4 ans, on a économisé 2 800 000 mètres cubes. Donc on n'a plus à les prendre dans la nature par rapport à la ressource. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces économies sont extrêmement importantes dans les usages. C'est bien beau les usagers. Vous êtes là, on vous dit attention, quand vous lavez les dents, il faut baisser le machin, là, il faut arrêter l'eau, puis reprendre après, etc., etc. Il y a même ma femme qui m'a mis un sablier. Qui se colle sur le truc. Elle m'a mis un sablier, parce qu'elle trouve que je suis trop longtemps sur la douche. Alors maintenant, c'est des filles qui disent aux mecs qu'ils sont trop longtemps sur la douche. C'est l'inverse avant. Et donc je prends le sablier, donc je tourne le sablier, et je n'ai pas le droit de dépasser les 3 minutes. D'accord? Donc voilà, donc ça devient une obsession, c'est pénible. Donc c'est nous, c'est bien, c'est très bien, bien sûr, mais les ménages, ils vont faire des efforts. Mais les ménages, voilà, il n'y a pas qu'eux qui consomment de l'eau, même de l'eau potable. Tout Montpellier est nettoyé dans les rues avec de l'eau potable. Les balayeuses, c'est de l'eau potable. Arrêtez. Arrêtez. Donc c'est une bataille de fous. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand vous faites de l'eau usée traitée, après la station d'épuration, il sort de l'eau brute, hein, si elle est bien faite, il sort de l'eau brute. Il ne faut pas la boire, hein. Vous sortez de l'eau brute. Cette eau, elle peut parfaitement servir. Alors la législation de l'ARS a changé, on peut l'utiliser. Donc on va préparer ça. Mon objectif, c'est qu'en 2030, mais c'est plus moi, parce que en 2030, il faudrait que tout Montpellier soit nettoyé avec de l'eau qui ne soit pas d'eau potable. Autant d'économies. Les entreprises consomment énormément d'eau. Ou les collectivités. Vous avez par exemple une grande collectivité à Montpellier, qui est la première collectivité de Montpellier, la première entreprise entre guillemets de Montpellier, c'est l'hôpital. Bon, 8000 salariés. C'est la première entreprise de l'employeur, premier employeur. L'hôpital consomme des quantités d'eau gigantesques. Et donc, on s'est réuni avec le directeur de l'hôpital, ou la directrice de l'hôpital, et on lui a dit, il faut faire quelque chose. Donc, on va travailler sur... Elle m'a dit, mais oui, il y a plein de fuites qui ne sont pas réparées, etc. En fait, on ne se pose pas la question. L'eau, il y en a, donc il n'y a pas de problème. Ils la règlent, ils la payent, mais ils en perdent énormément. Donc, j'ai dit, ça améliorerait d'abord vos finances, qui sont tendues à l'hôpital, hein, moins d'eau. Et on va faire un contrat de sobriété avec eux pour qu'ils diminuent leur consommation régulièrement. Alors, à l'hôpital, ça marchera. J'ai une autre entreprise, elle est sur mon village, ça s'appelle Oriva, on va dire son nom, qui est une entreprise japonaise, qui traite le sang. C'est très utile ce qu'ils font, et c'est une entreprise. Et pour laver les plaques de sang, 4 heures par jour, ils nettoient les plaques avec de l'eau potable. Et quand j'ai visité l'entreprise, je leur ai dit, mais vous coupez l'eau quand c'est fini? Oh non, non, l'eau elle coule 24 heures sur 24. Donc ils mettent les plaques, et ils coupent jamais l'eau. Je dis, mais pourquoi? Ah, Dieu, l'eau est pas chère. Le mec il savait pas qu'il parlait au président de la régie, il parlait au maire. Donc donc là on l'a pas encore fait, mais à partir de l'année prochaine, on va faire une tarification différenciée pour les entreprises, pour que cette entreprise-là, elle paye quelqu'un pour couper l'eau, pas compliqué, quelqu'un pour la rouvrir, et que ça soit que 4 heures d'eau au lieu de 24 heures. Voilà, donc il faut, pareil pour les centrales nucléaires, pareil pour l'hydraulique, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que tout le monde s'y mette, et pas uniquement les ménages. Et pour ça, il faut une mobilisation citoyenne. Excusez-moi d'avoir été beaucoup trop long.